on a deux conférences exceptionnelles dans ce programme. La première arrive et on va quitter un petit peu le soin. Et j'ai demandé au professeur Barthélemy Jobert de venir nous faire cette conférence. Il est professeur, mais pas professeur de médecine, vous allez comprendre rapidement, il va se présenter à vous. Et la question, c'est quand même, qu'est-ce qui se passe dans cette université? On a changé de nom. Vous avez en face de vous l'ancien, je peux dire ancien? Oui. L'ancien président de Paris-Sorbonne. Et on est tous maintenant dans une seule université qui s'appelle Sorbonne Université, qui a déjà une réputation internationale avant même d'avoir été lancée. Et je l'apprécie, moi, à chaque fois que je voyage, parce que avant, je disais, je suis de l'université UPMC Paris 6, et ils me regardaient en disant, bon, et maintenant, je dis, je suis de Sorbonne Université. Waouh! Et alors, vous y étiez, à mai 68? Et donc, voilà, on va voir cette conférence sur les tenants, les aboutissants de cette nouvelle université. Vous me donnez combien de temps à Un quart d'heure. Question comprise. Question comprise, donc je vais essayer d'être bref. Oui, j'ai pas beaucoup de légitimité à être ici, si ce n'est d'avoir été invité par Gilles Montalesco. Je n'ai aucune connexion avec la cardiologie, si ce n'est que j'ai été extrêmement bien soigné dans son service et par lui. Et je peux témoigner personnellement de la qualité de ce qui se fait en cardiologie à la Pitié-Salpêtrière et dans le service de Gilles en particulier. En effet, je suis professeur d'histoire de l'art, spécialiste du 19e siècle et de Delacroix, donc on est très éloigné de la cardiologie. Mais comme l'a dit Gilles tout à l'heure, j'ai été pendant 6 ans le président de l'université Paris 4, Paris-Sorbonne, et depuis janvier, et j'en parlerai en conclusion, je préside la fondation Sorbonne Université, dont je vous dirai un mot pour terminer. Vous avez compris qu'il a été question de PH tout à l'heure, mais les PH sont quelquefois PU ou MCU, et donc moi je vais vous parler de la partie U, qu'il ne faut absolument pas oublier. Bien entendu, l'hôpital est très important pour vous, mais la partie université l'est aussi. Et je commencerai par là, Gilles l'a dit, pour la première fois depuis 1257, depuis 6 mois, les médecins peuvent se dire professeurs à la Sorbonne. Ce qui n'était auparavant jamais. Il y avait une faculté de médecine dans l'université de Paris, mais la faculté de médecine ne faisait pas partie de la Sorbonne. Maintenant, vous êtes professeur à la Sorbonne, ou maître de conférence à la Sorbonne, et je crois que ça change beaucoup de choses dans la manière dont vous êtes perçu à l'étranger, et je crois que c'est un des éléments de ce que nous avons voulu faire et qui est très important, c'est de recréer à Paris, ou plutôt de créer, parce qu'elle n'existait pas auparavant, même dans le cas de l'Université de Paris, une université de recherche de rang mondial qui est Sorbonne Université pluridisciplinaire, en fusionnant l'UPMC Paris 6 et Paris-Sorbonne Paris 4. C'est un processus, je ne vais pas revenir dessus, qui a été lancé en réalité il y a une dizaine d'années par le plan d'investissement d'avenir, et notamment par l'initiative d'excellence à laquelle Paris 6, Paris 4 et d'autres établissements académiques ont concouru, l'ont remporté, et l'un des objectifs était d'intégrer, on ne savait pas très bien comment à l'époque, nos universités dans un établissement commun pour recréer ou pour créer des universités en France qui puissent, c'était l'idée qu'il y avait par derrière, se classer mieux dans le classement de Shanghai qu'aux environs de la 200e, 300e, 400e place pour ceux qui y étaient. Le résultat a été que, grâce à l'initiative d'excellence, nous avons appris à nous connaître, je veux dire les gens de l'UPMC, scientifiques, ingénieurs et médecins, et les gens de Paris-Sorbonne, spécialistes des humanités, des sciences humaines et sociales. Et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que nous avons fait de l'ingénierie de projet en décidant que l'argent de l'IDEX serait employé avant tout à rapprocher les communautés, donc avec des appels d'offres pour des projets communs. En sont sortis, là je reviens sur ce que j'ai entendu il y a un instant, en sont sortis 5 clusters de recherche qu'on appellera plutôt des instituts, et dont plusieurs vous concernent directement. L'un d'entre eux, c'est ingénierie des métiers de la santé. Un autre d'entre eux, c'est l'Institut du calcul et des données, tout ce qui concerne le big data. Les 3 autres sont probablement un peu plus éloignés de la médecine, le Collegium Musicae sur la médecine, sur la musique, l'Observatoire des patrimoines, encore que avec les humanités médicales on pourrait y revenir, et le 3e sur la transition environnementale. 2 autres sont déjà en cours de lancement, et un nous concerne directement, ce sont les humanités médicales.
Vous voyez que l'objectif était de faire se rencontrer les gens, et nous avons pensé, Jean Chambaz, le président du PMC et moi, à un certain moment, qu'il fallait passer la vitesse supérieure. Nous croyions au départ qu'il fallait prendre un peu plus de temps pour que les deux universités acceptent de perdre leur identité pour se fusionner en une seule, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et nous avons pensé, il y a maintenant 2 ans et demi, enfin 3 ans exactement, que nos communautés étaient peut-être mûres pour s'engager dans ce processus. Nous avons tous les deux été réélus sur ce projet qui a été mené tambour battant, et Sorbonne Université est née le 1er janvier dernier. L'UPMC est donc morte, Paris-Sorbonne est donc morte, et Sorbonne Université est née. Comme l'a dit le professeur Montalesco, à peine étions-nous nés que, miraculeusement, dans les classements, on apparaissait par la simple réputation plus haut que ce que l'une ou l'autre était. Or, il faut savoir que dans toutes les disciplines, nos deux universités, quand on fait des classements disciplinaires, se situent généralement dans le top 50, un peu moins dans le top 20, beaucoup plus rarement, mais ça existe, dans le top 10. Nous sommes 2e en mathématiques et 5e en classique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les études de l'Antiquité, aussi bien l'histoire que le latin, que le grec, que la philosophie. D'ailleurs, je vous apprendrai que l'une des équipes les plus renommées de ce qui est maintenant la faculté des lettres de Sorbonne Université est consacrée au grec médical, c'est-à-dire à Hippocrate. Mais ce sont des gens très renommés qui peuplent d'ailleurs l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Le simple fait de se mettre ensemble nous a donc donné une réputation et un poids international et national tout à fait considérable. Et en même temps, je dois dire que c'est un incitateur très fort pour que nous apprenions à travailler les uns avec les autres. Parce que par derrière, il n'y a pas qu'une histoire de classement, il n'y a pas qu'une histoire de fonds. C'est sûr qu'en ayant fusionné, nous avons garanti les fonds de l'IDEX. Donc maintenant, on aura pour, je ne sais, enfin normalement, ad vitam aeternam, mais je parle à des médecins, donc ils savent que ça n'existe pas. Mais disons que pour les prochaines décennies, on a garanti de rentrer dans la caisse une 30aine de millions d'euros que l'État nous donne en supplément de notre budget, sachant qu'on a un budget de 660 millions d'euros tout confondu, ça n'est tout de même pas rien. C'est l'argent d'innovation qui nous est donné. Mais ça n'est pas qu'une question d'argent, ça n'est pas qu'une question de réputation. Nous pensons, je veux dire, quand je dis nous, c'est les équipes qui ont proposé cette fusion et celles qui la dirigent actuellement, que pour répondre aux défis du monde contemporain, il faut mettre ensemble des compétences qui sont différentes. On a d'ailleurs eu des indications tout à l'heure, et les questions qui étaient posées, quand il était question d'éthique par rapport au fait de savoir si les données sont communicables ou pas, pourquoi est-ce qu'on est capable dans les pays du Nord d'avoir une transparence complète et pas chez nous? Par derrière, ce sont des questions auxquelles les sciences humaines peuvent répondre, et je vous préciserai que la faculté des lettres a le seul département en France où l'on enseigne toutes les langues nordiques. Et où il y a donc un centre de civilisation nordique, où vous pouvez peut-être avoir du répondant sur les questions que vous posiez tout à l'heure. Donc, cette interdisciplinarité, nous pensons qu'elle est constitutive de ce que doit être une université aujourd'hui. Et là encore, le simple fait d'avoir annoncé que nous nous rapprochions a permis dans un autre secteur médical, alors là je marche sur des œufs, parce que je vais parler de cancérologie, il y a des cardiologues, donc peut-être qu'il y a des haines que je ne connais pas qui vont apparaître, mais vous savez que les équipes de cancérologie de ce qui était l'UPMC étaient très renommées, sauf qu'elles n'avaient pas réussi à obtenir, parce qu'il n'y avait pas une telle reconnaissance que ça, le label dit CIRIC, Service interuniversitaire de recherche et d'intervention sur le cancer, c'est-à-dire ces 6 centres qui sont emblématiques de... c'est subventionné par l'ICAN, enfin par le centre de cancérologie nationale, et ce sont ces 6 centres sur lesquels on accroche la recherche de pointe sur le cancer. Il y avait eu une première labellisation il y a 5 ans, à laquelle l'UPMC n'avait pas participé parce qu'ils estimaient qu'ils avaient peu de chance, sachant qu'à Paris, il y avait l'Institut Curie, Gustave Roussy et les équipes de Pompidou. Donc ils se situaient par derrière et ils pensaient que compte tenu du fait qu'il fallait aussi Marseille et Strasbourg, ils n'avaient pas grande chance. Cette fois-ci, nous y sommes allés. Et nous y sommes allés en disant, nous proposons quelque chose d'original, parce que
c'était en octobre que ça se passait, octobre-novembre. En janvier, nous formerons une seule université. Et nous sommes donc capables d'offrir, en même temps que la recherche de pointe sur le cancer, que je serais incapable de vous restituer, bien qu'ayant participé à la présentation, nous sommes capables d'offrir en communication, en philosophie, en éthique, des points d'accroche qui sont complètement originaux et que les autres, sous-entendu les autres universités, les autres centres, sont incapables d'offrir. Alors on a finement joué, le président de Paris-Sorbonne est venu présenter les choses en même temps que les cancérologues. Je crois que tous les professeurs étrangers qui étaient là ont touché un morceau de la vraie croix avec moi et ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir la Sorbonne là. Mais je ne dis pas que c'est uniquement par le nom que nous avons emporté cette labellisation, aux dépens de Pompidou, mais c'est aussi, il y avait par derrière le fait que nous avions un projet qui mélangeait la recherche de pointe et donc médicale et des apports en sciences humaines qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment l'habitude d'intégrer à ces recherches de pointe pour en faire quelque chose d'original. Donc, nous sommes persuadés que la création de cette université, donc avec 3 facultés, une faculté des lettres, une faculté de médecine, une faculté des sciences et d'ingénierie, est un atout pour chacune de ces composantes qui se renforcera des autres, un atout aussi pour l'université et un atout pour notre pays dans la compétition internationale. Alors, un mot pour finir. Donc, dans l'affaire, moi j'ai abandonné mes fonctions de président. Je dois dire que, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, j'étais assez content d'être retiré un peu des affaires et de me consacrer à autre chose. Encore que nous avons en même temps pensé que cette université, elle devait avoir tous les éléments d'une université internationale que les universités françaises n'ont pas. À commencer par des associations d'anciens actifs, qui n'existent pas à l'heure actuelle. C'est absolument dément, mais jusqu'à il y a 8 mois, mon ex-université, Paris-Sorbonne, n'avait aucun fichier de ses anciens étudiants. Il y avait, comme à la PJ, des sommiers, c'est-à-dire des casiers avec des fiches manuscrites au 2e étage de sous-sol de la Sorbonne. Bon, j'ai tout fait numériser, personne ne s'en est rendu compte, j'avais fait circuiter 300 000 euros pour faire ça. On est en train de qualifier ça sur le modèle de ce qu'avait fait l'UPMC auparavant. Nous avons 360 000 anciens étudiants dans le monde. Ce qui est tout de même gigantesque, et qui est une communauté que nous n'avons jamais véritablement rassemblée, utilisée, à la fois pour faire rayonner ce que nous sommes, et en même temps pour nous faire grandir et nous développer. Alors c'est un des éléments qu'on met en place. Le second, un autre élément, c'est cette fondation. Il existait une fondation de l'université Pierre et Marie Curie qui se transforme donc en fondation Sorbonne Université, et dont le but, et vous l'avez compris, d'aller rechercher des ressources complémentaires, supplémentaires à l'extérieur, mais également, ce faisant, de faire rayonner ce que nous faisons. Tout ce que j'ai entendu là, ce sont des histoires que le public aimerait connaître, mais qu'il ne connaît pas. Et en plus, la manière dont vous l'avez présentée est extrêmement vivante, et moi-même je l'ai compris. Et donc c'est ça qu'il nous faut projeter à l'extérieur, c'est-à-dire une vision positive de l'université, et pas simplement des étudiants qui bloquent ou qui refusent de passer des examens, ou des Parcoursup qui sont très bien par ailleurs, mais quand on parle de médecine, immédiatement c'est oui, mais j'ai un neveu, un cousin, un fils, une fille, etc., qui a voulu s'inscrire, qui n'y est pas arrivé. Hier encore dans Le Monde, il y avait une étudiante qui disait « Ah mais j'ai abouti à Villetaneuse alors que je voulais être à Descartes ou à Sorbonne Université ». Bon, c'est ça qu'il faut vraiment changer. La fondation est là pour ça. Et vous en aurez la preuve dès demain, c'est les hasards du calendrier, puisque demain, nous lançons en Sorbonne la première campagne de levée de fonds, sur le modèle de ce qui se fait partout ailleurs, sauf en France, la première campagne de levée de fonds de Sorbonne Université. 100 millions avant 2022. Sur ces 100 millions, dans la phase silencieuse à laquelle nous avons vraiment travaillé depuis 2 ans et demi, nous en avons déjà plus de 50. Chaque euro étant matché par 1 euro des investissements d'avenir, pour bien montrer la volonté stratégique de l'université. Dans
Les axes qui vont être présentés demain, il y en a un qui vous intéresse immédiatement, c'est la santé de demain. Donc il y a un axe qui a été vraiment consacré à la santé, les autres étant la transition environnementale, le dialogue interculturel, le patrimoine pour demain, et là je reviens vers ce que vous disiez, madame, la ville intelligente. On voit bien que ce que vous avez dit concerne aussi bien la médecine que la ville et l'organisation. Et on va essayer de travailler avec le projet du Grand Paris pour voir si on ne peut pas mettre en place aussi bien des structures de recherche, on parlait de big data, mais également des applications pratiques pour nos étudiants, pour nos professeurs, dans ce cadre-là. Donc, regardez les journaux demain, et puis... vous verrez, notre patron de campagne n'est pas n'importe qui, c'est Thierry Breton, donc le patron d'Atos, qui par ailleurs va créer une chaire pour nous de physique quantique sur l'ordinateur du futur. Si je suis parmi vous, c'est d'abord par reconnaissance pour Gilles Montalesco et pour ses équipes, mais également parce que je crois profondément que ce qu'il faut que nous fassions maintenant, c'est nous rencontrer, nous connaître et porter des projets en commun. Mais les projets des médecins, je ne peux pas les inventer. Il faut... On en a plein. Je sais. Mais il faut que nous nous connaissions. Enfin, personnellement, il faut que je connaisse mieux ce monde, mieux quels sont vos besoins, là où nous pouvons essayer d'intervenir, et qu'après, ensemble, nous allions chercher ces fonds à l'extérieur. Mais je suis sûr qu'ils viendront de France comme de l'étranger, parce que, je terminerai par là, Sorbonne, qui est maintenant notre identité commune, que moi j'ai portée pendant 6 ans, et j'ai vécu exactement ce que vous avez vécu. Mais quand j'allais à l'étranger, j'étais le patron de la Sorbonne, et on m'interrogeait sur les scientifiques et les médecins, et je disais, mais moi j'en ai pas. Moi j'ai des latinistes, des hellénistes, des littéraires, des historiens, même des historiens de l'art, mais non, les scientifiques, je ne sais pas. Là maintenant, nous avons tout. Sorbonne, c'est une des marques, il faut le dire comme cela, qui est le plus connue dans le monde. Deux faits pour terminer. Le premier, il y a eu une étude de fait sur la marque qu'on avait commandée. Nous sommes plus connus dans le monde que Coca-Cola. Le second, c'est que quand j'aurais pu apporter notre nouveau logo, qui est le logo où il y a le Sorbonne Université, médecine, lettres, etc. Mais que je participe, enfin je suis au board de DX, une des grandes plateformes de cours en ligne américaines dans lesquelles on est une université francophone et nous y sommes présents. Et le congrès annuel de DX, qui rassemble tous les partenaires de toutes les universités participantes, a lieu chaque année dans un endroit différent. Et à Washington, j'étais chargé d'annoncer que le prochain congrès, l'année d'après, aurait lieu à Paris, à la Sorbonne. Il m'a suffi de projeter, avant même que je parle, de projeter une photo de la cour de la Sorbonne, avec la chapelle, et j'ai entendu dans la salle « Ah, la Sorbonne, Paris !» Voilà, c'est nous maintenant, sachons en profiter. Merci beaucoup. C'est fantastique de lever des fonds aussi facilement que vous le faites. Et sur les 100 millions d'euros, si Action pouvait avoir un petit pourcent, ça fait un très bel essai clinique. Hein. Pensez à nous.